Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info en ce dimanche 4 mai. Voici les titres de l'actualité. Pour la deuxième journée consécutive, la principauté a vibré au rythme du e-prix et c'est Sébastien Buemi qui a soulevé la coupe en clôture de cette 9e édition. Après le résumé de la course en ouverture de ce journal, nous serons en duplex avec Marek Nawaricki, le directeur du département de Formula E de la Fédération internationale de l'automobile, qui reviendra sur le succès de l'événement. Une de nos équipes est d'ailleurs partie à votre rencontre au pied des tribunes pour recueillir vos avis sur la Formule E et s'imprégner de la ferveur ambiante. Et puis nous passerons à un autre sujet sociétal qui touche tous les parents, les écrans. Comment réguler leur utilisation auprès des plus jeunes et parfois même auprès des adultes? Des experts ont divulgué au cours d'une conférence de précieux conseils que nous vous partageons. C'est lui, le grand gagnant du 9e Monaco e-prix, Sébastien Buemi. Le pilote Envision Racing a retrouvé le chemin de la victoire après 6 ans. 6 années que le Suisse n'avait plus connu le succès en Formula E. Pour la 3e fois, il s'impose à Monaco. Frédéric Illion, on peut dire que le spectacle s'est montré à la hauteur ce dimanche. Oui Sarah, après une première journée de course sur une piste sèche, la pluie a fait son apparition aujourd'hui et a perturbé notamment les qualifications ce matin. Vainqueur hier, Oliver Rowland a signé la pole position sans même avoir à faire son duel final, puisque dans l'autre demi, les deux pilotes DS, Jean-Éric Vergne et Maximilian Günther, se sont loupés à la chicane avec les fortes pluies. Ils ont perdu de l'adhérence, ont court-circuité à la chicane et leur temps a donc dû être annulé. On s'attendait à encore de la pluie cet après-midi, mais il n'y en a pas eu, même si la piste est restée quand même assez trempée. On parlait tout à l'heure des pilotes d'expérience. Jean-Éric Vergne a mené cette course avec un bon matelas, plus de 4 secondes d'avance jusqu'à l'intervention de la safety car qui a tout chamboulé. Au restart, Vergne et Rowland se sont accrochés à la chicane. Nick De Vries en a profité pour prendre les commandes de la course, rattrapé ensuite, puis dépassé donc par le vainqueur de cette course, Sébastien Buemi, le Suisse, qui a ensuite parfaitement géré la fin pour s'imposer tranquillement. C'est sa 3e victoire ici déjà en principauté après 2015 et 2017. Et avec ce succès, il rentre encore un peu plus dans l'histoire de la Formula E, puisqu'il devient le seul recordman de victoire dans la catégorie avec 14 succès. Merci Frédéric. L'e-prix de Monaco a vu double cette année avec une course hier remportée, on le rappelle, par le pilote Nissan Oliver Rowland qui a pris la 2e place du podium aujourd'hui. Pour dresser le bilan du week-end, nous accueillons tout de suite le directeur du département de la Formula E de la Fédération internationale de l'automobile, Marek Nawaricki. Bonsoir. Bonsoir. La pluie s'est invitée à la fête aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une météo capricieuse implique dans l'organisation d'un e-prix? Et pour la partie mécanique surtout, est-ce qu'il y a des risques? Alors bien évidemment, les conditions météorologiques sont à prendre en compte à chaque fois que nous organisons une course automobile. Ceci étant, les voitures et les équipes sont préparées à y faire face. Donc en Formula E, nous avons la particularité d'utiliser des voitures avec même pas un train électrique, donc avec une propulsion électrique, mais qui a tout ce qu'il faut pour fonctionner à tous les niveaux. Sauf que les équipes doivent appliquer les bons réglages pour des conditions d'adhérence changeantes. Et les pneumatiques, eux, sont aussi prévus pour être utilisés dans différentes conditions. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà tirer un premier bilan du week-end en termes de fréquentation? On est comment par rapport à l'année dernière? Alors, donc, c'est la particularité de cette année que nous avons 2 courses se déroulant sur 2 journées tout au long du week-end, fait que les organisateurs ont observé encore plus d'intérêt que l'année dernière. Nous avons toutes les billetteries qui a été vendue en amont de l'événement. On compte, ou en tout cas, on prévoit avoir un chiffre assez élevé, autour de 30 000 spectateurs tout au long de week-end. Au niveau de la tendance des médias, les chiffres sont aussi très probants. Donc, on pense que le niveau d'intérêt sur cet événement par rapport à l'année dernière sera encore plus élevé. Et qu'est-ce qui fait selon vous le succès de la Formule E ? Alors je pense qu'une des raisons de succès de la Formula E, c'est que c'est une course particulière par rapport au fait que c'est les voitures électriques qui sont en compétition et au plus haut niveau de compétition automobile, puisque c'est un championnat du monde. À Monaco, nous avons la
possibilité de faire cette course sur un circuit des plus iconiques dans le calendrier, ça nous amène encore plus d'intérêt et ça fait que la rivalité sportive entre les équipes, entre les constructeurs et les pilotes est au plus haut niveau. Et est-ce que ce circuit de Monaco se prête bien à l'électrique justement ? Oui. Pour plusieurs raisons. Pour les voitures électriques, telles qu'ils sont définies Formula I, les circuits de ville en général s'y prêtent bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de changements de vitesse, des phases de décélération, d'accélération, tout ça convient bien aux particularités de la propulsion électrique, surtout par rapport à ses capacités de recharge. Ensuite, c'est un circuit très sélectif, donc d'un niveau de difficulté pour les pilotes qui reste élevé, qui reste exigeant, d'où on voit beaucoup d'actions, on voit des dépassements. Il y en a encore plus dans les compétitions des voitures électriques, justement par rapport au profil des vitesses des voitures, à leur capacité d'accélération. Et c'est là qu'on peut observer leur qualité encore plus que sur des circuits permanents ou d'autres circuits où on a des vitesses élevées constantes. On a vu du spectacle hier et aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi de faire 2 courses sur le week-end ? C'est inédit en principauté. Alors c'était une décision qui a été prise suite à l'analyse des courses précédentes. Nous avons vu qu'il y a un intérêt important des spectateurs et suivant les retours d'expérience que le promoteur a reçus, que nous avons ensemble analysé, nous avons vu qu'il y a une attente des spectateurs d'avoir un week-end encore plus long avec plus d'actions, plus de spectacles et aussi toutes les activités que nous pouvons organiser autour. Enfin, vous l'avez évoqué rapidement, les voitures sont de plus en plus performantes. La Gentry Evo passe de 0 à 100 km/h en 1 seconde 8. C'est mieux qu'une Formule 1 désormais. Jusqu'où on peut espérer aller en termes d'évolution ? En fait, la particularité de la Gen 3 Evo dans la configuration telle qu'elle est utilisée ici, et surtout dans ces conditions, c'est que non seulement elle accélère très très fort, mais elle a des capacités de motricité accrues du fait de la possibilité d'utilisation des 4 roues en motricité. Donc c'est la première monoplace au monde qui est utilisée avec 4 roues motrices. Ça fait de cette voiture-là un engin particulièrement efficace justement dans des conditions d'adhérence qui sont faibles, mais aussi quand nous pouvons bénéficier de 100% de grip. Donc ces voitures accélèrent encore mieux que les Formule 1 aussi par ces raisons-là. Alors jusqu'où on peut aller, tout dépend de capacité d'évolution des composants qui aujourd'hui sont utilisés pour faire évoluer ces voitures. C'est la batterie, c'est le powertrain, c'est aussi les technologies nouvelles pour contrôler l'ensemble de la propulsion. Donc ces évolutions se font d'une saison à l'autre et d'une génération à l'autre. Donc nous pensons que la génération future de la Formule 1 électrique sera encore plus performante à cet égard. Merci beaucoup Marek Nawaricki d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au départ critiquée notamment pour l'absence de sonorité des moteurs, la Formule E connaît aujourd'hui un succès populaire indéniable. 30 000 spectateurs sur les 2 jours, nous le disait à l'instant le directeur du département de la Formule I de la FIA. Mais qu'est-ce que le public apprécie tant, et en particulier ici à Monaco ? Gaëtan Lebrun et Julien Logier sont allés à votre rencontre. La pluie n'a rien gâché à la fête de cette 9e édition du e-Prix de Monaco. Circuit historique et lieu emblématique des sports automobiles, Monte-Carlo a accueilli ce week-end encore de nombreux fans venus pour l'ambiance et le prestige de cet événement de Formule E. It's been amazing so far. Obviously yesterday was much better than today in terms of the weather, but it's been really exciting. It's been great to watch. I think it's down to it being Monaco itself. I think there's just an aura about Monaco and obviously the history and everything, and it does help that the cars are smaller, you get better overtaking, and Mis à part le temps, malheureusement, qu'il n'y ait pas trop de saison pour un mois de mai, mais sinon l'ambiance est excellente. On a été à la Fat Zone, sympa, et maintenant on va attendre la course. Déjà Monaco aussi, moi, c'est une belle ville, j'aime beaucoup moi personnellement. Et après c'est l'ambiance qu'il y a, le beau monde qui ramène, moi ça me plaît beaucoup, j'aime bien. Franchement c'est très sympa. Les fans ont aussi pu compter hier sur la mise en place du Pit Boost qui permet à chaque pilote de bénéficier de 10% d'énergie en plus
lors de son retour au stand. It's 10% of more energy. It's can good for the people and for the driver, for the spectacle, you know. Franchement, le fait qu'ils aient rajouté le pit, c'est incroyable parce que les courses étaient un peu ennuyantes. C'était un peu les courses de F1, on s'ennuyait quand il n'y avait pas trop d'action. C'était la Formule E tout le long de la course. Et maintenant, il y a vraiment des intérêts stratégiques. Je sais que sur la course d'hier, il y a eu beaucoup plus de dépassements après le pit boost. Justement, ça a un peu rebattu toutes les cartes. Non seulement Müller qui était revenu en haut du classement après toute une moitié de course en dernière position. Donc ça a refait la course pour beaucoup de monde, oui. I think it just adds that extra element to it, and it's a little bit more of a strategy, a little bit more interesting on the strategy side of things between the teams and the drivers of when they're going to take it, and yeah, it's definitely added to it. Autant de raisons qui expliquent le succès du e-prix de Monaco, devenu une étape incontournable pour tous les fans de sport automobile. Et la réussite des Grands Prix ne serait possible sans ces hommes et ces femmes en tenue orange, les 700 commissaires de piste bénévoles que notre confrère Yann-Anthony Nogues dans son documentaire surnomme les anges gardiens de Monaco. Le petit-fils du fondateur du Grand Prix de Formule 1 de Monaco était l'invité de Christophe Paco cette semaine en marge de la diffusion en avant-première du film au Grimaldi Forum. Yann-Anthony Nogues est avec nous. Bonsoir Yann-Anthony. Bonsoir Christophe. Après Grand Prix Monaco, la légende, on va s'attaquer à un corps de métier assez extraordinaire, ô combien important pour la réussite de tous les Grands Prix, qu'ils soient des prix historiques ou Grands Prix traditionnels de Monaco. La légende, l'histoire, la génération des commissaires. Ça vous tenait à cœur de parler de on peut le dire, de ce groupement, de ce corps si particulier, le meilleur au monde ? Bien sûr, de cette armée orange, Christophe. En fait, ça nous tenait à cœur avec le président Boeri de rendre hommage à ces 700 hommes et femmes qui œuvrent derrière les rails chaque année, d'autant que cette année, eh bien, on célèbre le 50e anniversaire de la mythique combinaison orange. C'est en 1975 qu'elle a été lancée. Ça finalement lançait également le professionnalisme, le début du professionnalisme du corps des commissaires. Après nombre d'accidents, notamment celui de 67 de Bandini. Absolument, ça a vraiment été ce qui a tout déclenché, surtout dans l'esprit de Michel Boeri, qui était commissaire de piste à la chicane, et l'accident de Lorenzo Bandini, le célèbre pilote Ferrari, qui a péri dans les flammes, 3 jours plus tard, mais ça a fait comprendre à tout le monde, ça a été la prise de conscience que les bottes de paille, les quelques commissaires sous-équipés avec un simple brassard finalement sur le bras, sans combinaison, sans extincteur, à proximité immédiate, eh bien, ce n'était plus possible. C'est pour ça qu'il y a eu cette prise de conscience et c'est pour ça que l'année après, il y avait des rails un petit peu partout autour du circuit et surtout sur la zone du port, et puis à partir de 1974-1975, eh bien cette véritable professionnalisation du corps des commissaires, même s'il s'agit de bénévoles. Rien n'est laissé au hasard, on le voit dans ce documentaire, qui n'est pas un documentaire comme les autres, qui va plus loin encore, et qui parle encore une fois des 3 Grands Prix, de garçons et de filles avec des destins liés. Il y a beaucoup d'histoires, on va le voir, intergénérationnelles, et puis il y a surtout un fil rouge. On l'a vu hier soir, une idée génial, c'est la voix de Charles Leclerc. Évidemment, en plus on a une forme d'alignement des planètes parce qu'on a tourné l'année dernière en fait. Donc on a décidé de suivre 2 jeunes recrues. D'abord une fille de 20 ans qui regardait le Grand Prix avec son grand-père. Depuis qu'elle était toute petite, elle rêvait de se retrouver autour du circuit un jour et elle rêvait de devenir commissaire de piste. Et puis d'un autre garçon, 18 ans, Hugo, lui, son grand-père était commissaire, son père était commissaire, il rêvait à son tour d'être commissaire. Donc on les a suivis. D'abord, grosse épreuve, Christophe, parce que la sélection est drastique. 487 appelés, seulement 40 candidats commissaires retenus. Alors finalement, sans dévoiler de secret, ils ont été retenus. Donc on les a suivis pendant le stage, on les a suivis pendant l'e-prix, qui était leur baptême du feu. On les a suivis pendant le Grand Prix historique, pendant le Grand Prix de Formule 1. Et c'est là qu'on a eu un véritable alignement des planètes, parce que Charles Leclerc, le héros national, eh bien, il a gagné. Donc vous imaginez l'émotion autour du circuit. Et nous, on était là avec Franck Florino pour capter cette émotion des commissaires de piste l'année où Charles a gagné. Et Charles, eh bien, a accepté d'être le narrateur, de faire la voix off de ce documentaire. Lui et son manager Nicolas Todd ont dit oui immédiatement. Les anges gardiens de Monaco et cette formidable... Il y a une image très forte, cette armée orange qui remonte, suivie des autres commissaires avec des tenues différentes, mais peu importe, on sent qu'il y a une vraie famille.
Évidemment que c'est une famille avec beaucoup de convivialité, avec beaucoup de solidarité. Ils sont là les uns pour les autres. Ce qu'on a vu, ce qu'on a pu témoigner, et constater par nous-mêmes en arpentant le circuit en long, en large. Pendant ces 3 épreuves, c'est effectivement de cet esprit de famille. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les chaînes info, pas Monaco Info, mais quand on regarde les chaînes info en France, qu'on voit cette humeur, cet esprit ambiant, on se dit, bon, on est à une époque où finalement, il n'y a plus beaucoup de passion, il n'y a plus beaucoup de solidarité, les gens ne travaillent plus. On peut parfois, en tout cas, certains ont tendance à désespérer. Et bien là, quand on voit ce documentaire, quand on voit ces jeunes qui se lèvent à 5 heures du matin, ces jeunes et ces anciens aussi qui transmettent leur savoir, mais tout ce petit monde qui se lève tôt, qui donne de son temps, ça fait du bien. Ça fait du bien. On rappelle que ce sont évidemment des bénévoles, c'est important à dire, avec des grades différents. On ne va pas dévoiler le film qu'on a vu hier, on a eu la chance de voir en première présentation hier, qu'on verra bientôt sur Monaco Info, bien sûr. Évidemment, sur Monaco Info, partenaire de ce documentaire, de la même manière que Canal+. Donc vous pourrez découvrir ce documentaire sur Monaco Info à 21h le 24 mai, donc c'est à la veille du Grand Prix. Il y a un héritage qui est très fort. Il y a votre nom, bien sûr, qui résonne pour tous les monégasques. Il y a Charles Leclerc qui reparle et de sa famille, et de ses amis, et puis aussi ce jeune commissaire, vous l'avez dit, avec le papa et le grand-père. C'est ça aussi, c'est de transmettre quelque chose pour plus tard aussi votre rôle, Yann Anthony Noguès, avec ce film. C'est de faire comprendre aussi à tout le monde que il y a une âme, c'est tout le cœur d'un pays qui vibre pour ce Grand Prix. Et là, effectivement, on sent la passion. Merci de nous avoir fait rêver et de nous avoir beaucoup appris également hier soir. On est dans l'impatience, évidemment, dans l'attente de revoir et de voir tous ensemble ce film sur Monaco Info et chez nos confrères de Canal. Merci Yann Anthony Noguès dans ce beau décor qu'est la place du Casino. Merci à vous. Et ce 52 minutes, on le rappelle, sera diffusé sur notre antenne le 24 mai à 21h, puis le lendemain, le 25 mai à 13h. En football, Monaco s'est imposé face à Saint-Etienne hier 3-1 dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Akliouche en grande forme a ouvert le score dès la 2e minute avant début d'Almus Rati et de Balogun en 2e période. Prochain match pour les hommes d'Adi Hutter samedi 10 mai sur la pelouse du Stade Louis II avec la réception de l'Olympique lyonnais. Il ne vous reste plus que quelques jours pour découvrir l'obligation pour la roulette de Monte-Carlo de Marcel Duchamp. À l'occasion du centenaire de l'œuvre, la Société des Bains de Mer, en collaboration avec le Palais Princier et le nouveau Musée National, a décidé de la présenter dans l'atrium du Casino de Monte-Carlo. Le commissaire de l'exposition, Benjamin Logier, revient sur l'histoire hors du commun de cette création au micro de Jessica Granato. C'est une œuvre qui a été réalisée ici, donc il y a 100 ans, jour pour jour quasiment, lors d'un séjour un peu prolongé de Marcel Duchamp à Monaco et plus largement sur la Côte d'Azur, où il décide, alors qu'il entreprend d'arrêter de peindre, de jouer une martingale plusieurs semaines ici à Monaco. Et pour ne pas trop perdre d'argent, il publie cette obligation de sorte à avoir un pécule à jouer pendant plusieurs semaines, avec cette obligation signée à la fois de lui-même, Marcel Duchamp, et de son double féminin, Rose Sélavy. Alors il s'agit d'un collage en réalité, une composition de Marcel Duchamp avec plusieurs éléments, en premier lieu desquels une photographie de Man Ray, dans laquelle Duchamp apparaît lui-même grimé de mousse à raser en dieu Pan, tel qu'on peut le voir ici comme un satyre, derrière lequel il est auréolé d'une roulette du casino précisément, et derrière lesquels encore on retrouve inscrit un jeu de mots dont il était friand, moustique domestique de Mistock. C'était une façon pour lui de réaliser, de constituer ce pécule pour pouvoir jouer. Les mécènes de l'époque de Marcel Duchamp savaient qu'ils achetaient une œuvre de Marcel Duchamp avant d'acheter une obligation pour la roulette. L'exposition est visible jusqu'à jeudi prochain, le 8 mai, et se clôturera par une composition sonore de l'artiste Luciano Chessa, inspirée d'un poème de Louis Notari, dans la salle blanche du Casino. Pas toujours simple pour les parents d'accompagner leurs enfants à l'ère des smartphones et des réseaux sociaux. Quelles règles instaurer en fonction des différents âges? Pour donner quelques clés, l'association Action Innocence et la British School ont organisé une conférence récemment. Voici ce qu'il fallait en retenir avec Christine Datomel et Arnaud Imbert.
Face à l'omniprésence des écrans dans la vie quotidienne, de nombreux parents se sentent désarmés. Comment poser des limites sans brider l'autonomie? Comment protéger sans surveiller à outrance? Et surtout, ce message est-il uniquement destiné aux enfants ou les adultes ont-ils aussi leur part de responsabilité dans les usages numériques? Le premier problème, ça va être quand nous, les parents, sommes devant nos écrans. Et qu'est-ce que ça va engager au niveau du lien parent-enfant qui va avoir du mal à se construire si effectivement le parent coupe la relation régulièrement avec son bébé, puisque le lien parent-enfant se constitue et se construit essentiellement grâce à la relation. 3 experts sont donc intervenus au cours de cette soirée, abordant sans tabou des sujets essentiels comme le lien parent-enfant, les dangers liés à une surexposition aux écrans, mais aussi l'usage excessif des réseaux sociaux et leurs effets addictifs. L'ensemble des contenus qui vont vous être proposés, qui vont vous être ciblés, sont des contenus qui vont créer chez vous des émotions particulières et qui vont jouer sur cette sphère émotionnelle. Et en jouant sur cette sphère émotionnelle, ils vont générer le même principe que l'alcool et que la cigarette sur certains aspects, donc un aspect en fait dopaminergique, on appelle ça comme ça, qui va générer en fait cette habitude et ce besoin émotionnel d'y retourner, quand bien même on sait que c'est un petit plaisir coupable d'y passer plusieurs heures, mais les émotions qu'on en retire font qu'on assume d'y perdre du temps. Quelles seraient alors les solutions? La clé, c'est déjà de mesurer son temps d'écran pour prendre conscience qu'aujourd'hui, un adulte, en France, de manière générale, il va passer en moyenne 5 heures sur son téléphone par jour, en dehors de ses horaires de travail, en l'occurrence. Donc vraiment pour du loisir, de la détente, du divertissement. Et donc déjà, c'est prendre ce constat-là, et puis derrière, mettre en place un certain nombre de pratiques, notamment de bonnes pratiques comme pas le matin, pas pendant les restes, pas pendant le repas, pas pendant les vacances si on peut éviter, pas le soir et surtout, c'est très important pour les enfants, pas avant de dormir. Si on peut, regarder son smartphone à des moments donnés, dans des lieux donnés, et puis en préservant des espaces très importants relationnels avec l'enfant, qui sont les temps de change, les temps de repas, les temps de relations intenses avec eux, le coucher aussi. Donc voilà, on peut préserver ces moments-là, c'est déjà quelque chose d'important, et éviter d'avoir le téléphone en permanence en vue et à portée de main. Une soirée riche en échanges qui aura permis à de nombreuses familles de repartir mieux outillées pour relever les défis du numérique. Direction Marrakech, où l'Académie de la mer a posé ses valises lundi pour une session de formation autour des mers et des océans auprès des étudiants de l'université de Ménara. Émilie Rousseau, vous êtes accompagnée de Camille Caloni et vous nous le confirmez, ce rendez-vous hors des frontières est une grande première. Oui, il s'agit d'une nouvelle étape de la récente histoire de l'Académie de la mer de Monaco. Proposer des formations à l'étranger sur la connaissance des mers et des océans. Ici à Marrakech, la première session a permis de présenter une vision globale à 360 degrés de cette zone qui représente plus de 70% de la surface du globe. Marrakech, au pied des montagnes de l'Atlas, à une centaine de kilomètres du littoral. C'est dans cette ville qu'a eu lieu la première session de l'Académie de la mer de Monaco à l'étranger, à Ménara Université. 3 jours de formation réunissant des experts de renom, un moment de convergence entre science et conscience. Elle nous permet très précisément de porter cette parole pluridisciplinaire devant un public que nous ne pourrions pas capter en principauté. Donc la session est conçue comme un modèle miniature, un modèle réduit de la session d'été, et nous utilisons des formateurs qui viennent aussi à la session d'été pour porter comme cette parole devant ce public spécifique. Les thèmes choisis en lien avec les politiques publiques que partagent Monaco et le Maroc auront captivé l'auditoire, une vingtaine d'étudiants en droit international, en sciences politiques ou en économie. La formation, en fait, ça a capté mon attention parce qu'il s'agit d'abord de 2 institutions de renommée. Et nous avons vu sur l'image des experts mondiaux venus de tous les pas. Et nous avons dit qu'il était nécessaire en tant qu'étudiant et en tant que juriste de participer à ces séances de formation pour pouvoir acquérir ces connaissances et profiter également de l'expertise de ces intervenants qui sont venus nous apporter quelque chose vraiment de très innovant et quelque chose d'actualité. Le Maroc donne une importance cruciale à la question maritime depuis de longues années. Cet engagement se concrétise par différents projets. L'un d'entre eux, mené en faveur des pays du Sahel, a été exposé par le professeur Mohamed Amin Balambo lors de cette session de formation.
j'ai eu le privilège et l'honneur de présenter un séminaire sur l'initiative atlantique de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il s'agit d'une initiative stratégique qui vise à transformer les défis maritimes en opportunités dans le cadre d'un modèle innovant de coopération sud-sud. Cette initiative incarne l'importance de la transformation des enjeux maritimes en véritable opportunité économique pour le continent que nous représentons. Depuis sa création, l'Académie de la mer, qui peut compter sur le soutien de l'Agence universitaire de la francophonie, a fait le choix de transmettre un enseignement 100% en français, une initiative saluée par les intervenants. En réalité, la plupart des formations qui sont généralistes, multidisciplinaires, sont presque toujours en anglais, surtout pour quelqu'un comme moi qui vient du Canada. Donc, c'est vraiment un honneur là, de pouvoir participer à une formation qui est complètement en français, dans lequel il y a des biologistes comme moi, mais il y a aussi des juristes, il y a toutes sortes d'expertises qui sont mises ensemble. Et puis, moi, j'apprends beaucoup de choses aussi. Cette première session à Marrakech aura permis d'interroger sur l'avenir des mers et des océans qui est à la croisée de nombreux enjeux, qu'ils soient économiques, écologiques, environnementaux ou encore géopolitiques. Elle aura été marquée aussi par la signature d'un partenariat entre l'Académie de la mer de Monaco et Menara Université. Il est l'heure de se chouchouter. Un nouvel espace bien-être vient d'ouvrir ses portes dans le Carré d'Or. Son nom, Body Tailor Wellness Studio. Découvrons ensemble cette nouvelle adresse haut de gamme à la croisée entre une salle de sport et un institut de beauté dans ce reportage de Léa Dutrouille et Jean-Alexandre Dordet. Dans le quartier animé de Monte-Carlo, un écrin de calme et de précision a ouvert ses portes. Le Body Tailor Wellness Studio se donne une mission, celle d'harmoniser le corps, l'esprit et la peau. Ici, tout est pensé pour offrir une expérience personnalisée dans la plus pure tradition du tailor-made, le sur-mesure. Le studio fondé par Gabriela Manescu repose sur 3 piliers, le coaching privé, la technologie de pointe et des soins esthétiques haut de gamme. Première étape, c'est l'étape d'adaptation, donc c'est-à-dire qu'on fait une analyse de la peau des clients, de leur style de vie. La deuxième étape, c'est de créer un plan sur mesure pour tout ce qui est traitement beauté ou partie fitness. Et la troisième étape, c'est effectivement de mettre en pratique le plan avec les clients et accompagné par nos experts body tailor. C'est un lieu très haut de gamme, c'est un lieu pour le bien-être et je pense que c'est ça la valeur ajoutée aussi de notre concept. Côté sport, la méthode Lagri importée de Los Angeles est le cœur battant de l'entraînement. Sur une machine baptisée Mega Former, chaque mouvement est lent, contrôlé, ultra ciblé. Une discipline intense et silencieuse, très prisée des célébrités et unique en principauté. Mais le Body Tailor ne s'arrête pas là, il est aussi le seul centre expert à Monaco de la prestigieuse marque française Biologique Recherche, une collaboration née d'un objectif commun, rééquilibrer la peau comme on rééquilibre un corps. C'est une marque de soins quasi médicale qui a une concentration d'actifs plus importante que la moyenne. Donc c'est pour ça que ça passe par ce diagnostic pour être sûr qu'on puisse aller cibler, venir répondre à chaque problématique de la cliente ou du client. À Monaco, ça faisait sens et le lieu est une très très belle représentation qui est tout à fait en adéquation avec la marque. Je suis heureux, l'avenir m'en dira un petit peu plus, mais pour l'instant très très heureux du partenariat bien évidemment. Ouais. Fruit de plusieurs décennies de recherche, le bien-être devient une science, mais aussi un art de vivre. Et comme vous avez pu le voir sur ces dernières images, l'Institut se situe précisément avenue de Grande-Bretagne. Ce journal touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne manquez pas dans un court instant les experts du IPRI pour le débrief de ce week-end palpitant en principauté. Et puis demain, dans un autre registre, le podcast Monaco Info. Geneviève Berthy a reçu Hassan de Monaco qui concilie ses 2 vies parallèles de soignant et d'humoriste. Ce lundi, c'est Fabien Monia qui prendra les commandes de votre 19h. Belle soirée à vous et bonne semaine.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, on se retrouve afin de faire le point sur le temps de demain, début de semaine pluvieux avec des averses dans la journée. Côté température, il fera 17 degrés le matin et 18 degrés dans l'après-midi. On souhaitera une très belle fête à toutes les Judith. Et puis le 5 mai, depuis 15 ans, c'est une journée dédiée à l'un des plus beaux métiers du monde, celui de sage-femme. L'idée est de mettre à l'honneur chaque femme, mais aussi les 300 hommes qui exercent cette très belle profession. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.